VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 1er novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Mohamedou Oumfa. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, 5 policiers ont été tués lors d'une attaque de djihadistes présumés près du Mali. Une semaine après le putsch, les Soudanais ont maintenu la pression dans la rue hier, malgré 12 morts dans leur rang. En Éthiopie, des rebelles tigréens revendiquent la prise d'une nouvelle ville. Le gouvernement dément. Climat, les espoirs déçus du G20 pèse sur le début de la COP26 aujourd'hui à Glasgow en Écosse. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, au moins 5 policiers ont été tués et 1 blessé hier lors d'une attaque terroriste contre un détachement et un poste de police dans le nord-ouest du pays, près de la frontière du Mali. La direction générale de la police fait état, côté ennemi, d'une quinzaine de terroristes neutralisés. Cette attaque est la 4e en 6 jours contre les forces de défense et de sécurité engagés dans la lutte anti-djihadiste. Burkina toujours, plusieurs centaines de personnes, principalement des blessés et des parents de victimes, ont commémoré hier à Ouagadougou le 7e anniversaire de l'insurrection de 2014. La révolte des Burkinabés avait été réprimée dans le sang par l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, renversée après 27 ans au pouvoir. Précision de Michel Joseph. Les commémorations qui ont débuté vendredi matin par des prières dans les églises et les mosquées se sont achevées dimanche avec une journée de recueillement lors de laquelle le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, a déposé une gerbe de fleurs devant le monument des héros nationaux. C'est une journée historique. Le combat du 30 et 31 octobre 2014, c'était un combat pour la démocratie, pour lutter contre la gestion à vie du pouvoir, pour éviter la patrimonialisation de l'État, a déclaré le président Kaboré à l'issue de la cérémonie. Cette journée de souvenir a également été marquée par l'observation d'une minute de silence sur l'ensemble du territoire national. Après une tentative de modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, Blaise Compaoré avait été chassé par la rue le 31 octobre 2014. La répression des manifestations organisées pour s'opposer à son projet de révision constitutionnelle a fait officiellement 33 morts et plus de 600 blessés. Parmi eux, 28 ont été érigés en héros nationaux. En Éthiopie, la bataille pour le contrôle de la ville de Dessié, en région Amara, au sud du Tigré, s'est poursuivie dimanche entre soldats éthiopiens et rebelles tigréens, selon des résidents, malgré les communiqués de victoire publiés la veille par les 2 parties. Les détails avec Edi Isango. Selon des résidents, les soldats éthiopiens qui avaient quitté Dessi dans la nuit de vendredi à samedi ont fait leur retour. Des coups de feu et des tirs d'artillerie ont été rapportés par des habitants qui ont reçu des soldats éthiopiens la consigne de rester chez eux. Les soldats nous ont dit qu'il y avait de nouveau des combats et nous ont dit de ne pas sortir, a affirmé à l'AFP un résident qui s'est seulement identifié sous le nom de Mohamed. Un autre habitant de Dessi qui s'est présenté sous le nom de Desta a ajouté qu'il a vu des soldats se battre dans les rues. L'administration centrale de la région Amara a pour sa part appelé tous les citoyens de la région habilités au combat à s'enregistrer au cours des 3 prochains jours. Samedi, les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré ont affirmé avoir pris le contrôle de la localité stratégique de Dessi en région Amara, voisine du Tigré, ce qu'a démenti le gouvernement éthiopien. Les rebelles qui disent continuer leur progression vers le sud de l'Éthiopie ont par ailleurs déclaré dimanche avoir saisi la ville de Kombolcha. Une communication de militaires loyalistes a indiqué dimanche que les forces armées sur le front continueront de nettoyer les groupes de terroristes. Le gouvernement éthiopien a démenti la chute de Kombolcha, affirmant que de violents combats étaient toujours en cours entre rebelles et forces fédérales.
Les Soudanais hostiles au coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan ont maintenu dimanche les barricades à Khartoum. Les manifestants sont déterminés à tenir tête à l'armée alors qu'au moins une dizaine de manifestants ont été tués la semaine dernière dans des violences selon des sources médicales. Le point avec Jean-Roger Bion. Après les manifestations de samedi, les habitants de la capitale ont à nouveau érigé dimanche matin de nouvelles barricades à l'aide de pierres, de briques et de pneus, tandis que des soldats et des paramilitaires des forces de soutien rapide patrouillaient dans les rues. Un syndicat de médecins pro-démocratie qui avait recensé au moins 3 morts lors de la journée de samedi et une centaine de blessés a également annoncé dimanche la mort de 2 manifestants âgés de 22 ans et 19 ans. À Khartoum et dans plusieurs provinces orientales, les Soudanais ont scandé non au régime militaire et pas de retour en arrière possible dans un pays sorti en 2019 de 30 années de dictature d'Omar el-Béchir, écarté par l'armée sous la pression de la rue. Des manifestations ont également secoué les régions du Kordofan Nord et du Nil Blanc. Le représentant spécial des Nations Unies pour le Soudan, Volker Perthes, s'est entretenu dimanche avec le premier ministre déchu Abdallah Hamdok des possibilités de médiation de l'ONU dans la crise soudanaise après le coup d'État militaire. Volker Perthes a indiqué sur Twitter qu'Abdallah Hamdok était toujours placé en résidence surveillée à son domicile. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche au groupe public Sonatrach de ne pas reconduire le contrat du gazoduc passant par le Maroc et alimentant l'Espagne en gaz au vu des pratiques à caractère hostile du royaume voisin. Les livraisons de gaz algérien à l'Espagne se feront désormais exclusivement via le gazoduc sous-marin Medgaz lancé en 2011. Les chefs d'État et de gouvernement des 20 premières économies du monde sont parvenus à un accord à minima sur leur engagement à lutter contre le changement climatique au sommet de Rome. Les discussions sur les mesures à prendre pour tenter de limiter les effets catastrophiques du changement climatique ont été particulièrement difficiles alors que s'ouvre aujourd'hui la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow. Les détails avec Salwa Jafari. Les pays du G20 n'arriveront pas les mains vides à la conférence de Glasgow sur le climat, mais les engagements sur lesquels ils se sont entendus dimanche à Rome laissent sur leur faim les organisations de défense de l'environnement. Une déclaration qui va légèrement au-delà de l'accord de Paris sur l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, avec un engagement à ne plus subventionner les centrales de charbon à l'étranger. Mais pas de date claire pour sortir complètement du charbon ou des énergies fossiles, ni pour arriver à la neutralité carbone. Tout effort supplémentaire s'est heurté aux réticences des plus gros émetteurs, dont l'Allemagne, le Brésil, la Chine, les États-Unis et l'Inde, qui présentent à eux seuls 80% des émissions de CO2 mondiales. L'absence de percée majeure au sommet du G20 est de mauvais augure avant l'ouverture de la COP26 sur le climat à Glasgow, où la plupart des dirigeants se rendent directement à la fin du sommet de Rome, à l'exception notable des présidents chinois Xi Jinping et du russe Vladimir Poutine, qui ne se sont pas déplacés dans la capitale italienne. Le communiqué final reconnaît ainsi l'importance de fournir aux pays en voie de développement les 100 milliards de dollars par an que les pays riches ont promis il y a 12 ans de leur verser à partir de 2020 pour les aider à lutter contre les conséquences du changement climatique. Je quitte Rome avec des espoirs inassouvis, mais au moins ils ne sont pas enterrés, a commenté dimanche sur Twitter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en se projetant sur la COP26 qui débute ce lundi. Ajoutons que les pays du G20 s'engagent à reverser aux pays vulnérables 100 milliards de dollars sur le montant global de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international pour affronter la crise causée par la pandémie, selon le communiqué publié à l'issue de leur sommet à Rome. Et pour contribuer à atteindre les objectifs mondiaux de vacciner au moins 40% de la population dans tous les pays d'ici fin 2021 et 70% d'ici mi-2022, comme le recommande l'OMS, les pays du G20 se sont engagés à prendre des mesures pour aider à renforcer la fourniture de vaccins et de produits médicaux de base dans les pays en développement.
Le laboratoire Moderna a indiqué dimanche que les autorités sanitaires américaines retardaient l'approbation de son vaccin contre le Covid-19 pour les adolescents afin de se donner le temps de mieux évaluer les risques de myocardite. Sport à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour. Bonjour Idrissa et bonjour à tous. Du football pour commencer avec la Ligue Pro du Bénin qui vient de lancer sa nouvelle saison. Oui, un coup d'envoi donné hier avec un seul match. Requin de l'Atlantique Coton FC de Ouida au stade Mathieu Kérékou de Cotonou au thème des 90 minutes. Ce sont les cotonculteurs qui l'emportent sur la marque de 3-2. Un bon début pour le club de Ouida, entraîné par le français Vitos Vunka, pas du tout satisfait de la prestation de ses joueurs. Voilà, donc on a pris ces 2 buts, mais si on prend 2 buts aussi, c'est que l'adversaire y est pour quelque chose. Pour moi, je pense quand même qu'à 3-1, on a eu pas mal de contres, mais on les a très mal négociés. Et donc ça a permis à l'adversaire d'y croire, voilà, et de nous pousser jusqu'au bout. Donc la victoire, naturellement, les 3 points, mais bon, je ne suis pas satisfait du tout du match. On jouait déjà la deuxième journée en Égypte. Et sans surprise, les Cadors sont déjà en tête avec 6 points, 2 victoires en 2 matchs. Les 2 géants du Caire, Al-Ali et Zamalek, respectivement vainqueurs 1-0 de la Banque nationale et 2-0 d'El Geish. Pyramide aussi s'en sort 2-1 devant Farco. 3e journée en Tunisie. Et dans la poule A, l'Espérance de Tunis, victorieuse 2-1 du CA Bizertin, est classée 2e juste derrière Tataouine, accroché 1-1 par Metlaoui. La poule B est dominée par l'US Monastir qui réalise un sans faute pour le moment. 3 victoires. La dernière 1-0 hier face à l'Étoile du Sahel. Au Maroc, la Botola en était à sa 8e journée ce week-end. Tout à fait. Et le Wydad de Casablanca poursuit sur sa lancée suite à sa victoire de 1-0 face au Maghreb de Fès. Les Rouges et Blancs restent désormais seuls leaders avec 22 points, 3 de plus que le Raja de Casablanca qui a battu la veille Tifa El Jadida 2-0. Et puis en RDC, un seul match était au programme hier pour le compte de la 4e journée de la Lina Foot. Match remporté par le TP Mazembe 2-0 devant la Simba de Kouélési. Un succès qui le place 2e avec 12 points derrière le FC Lupopo qui compte 13 points en 5 matchs. La suite aujourd'hui avec 2 matchs. Daring Club Moteba Pembe Étoile de Kivu et AC Rangers ASV Club. Cyclisme à présent avec la 4e étape du Tour du Faso ce lundi. 156 km entre Laye et Waïgouya. C'est la Belgique qui contrôle la course avec 2 victoires d'étape sur 3 et le maillot jaune à Rutger Wouters, même si les Burkinabés s'étaient signalés lors de la 2e étape avec la victoire de Souleymane Koné. On retrouve sur les routes du Tour notre correspondant Kader Traoré. C'est dur pour les équipes africaines. Si les Marocains et les Algériens sont toujours dans les sprints finaux, ils sont toujours coiffés sur le fil par les Belges. Seul le Burkinabé Souleymane Koné a pu s'interposer en s'imposant lors de la distance Bobo-Dédougou, longue de 171 km. Lors de la 3e étape Dédougou-Koudougou sur 133 km, la victoire est revenue au Belge Neil Van Dijk, le sociétaire de la team Flanders. Parle de la course. Une étape très très dure avec la chaleur et la vitesse très très haut, donc oui, je suis très content. Et oui, au sprint, j'ai su tenir et je gagne. La vitesse moyenne horaire de cette 3e étape était de 48 km 305 km/h, assez difficile pour que les Africains puissent tenir. Yacouba Porolo Soro est un coureur ivoirien. En 3 étapes, nous sommes victimes de 2 chutes. On prie Dieu pour que ce soit la dernière. Sinon, moralement, une était chute, ça va. Comme la course vient de commencer, dans les étapes à venir, on fera mieux, Inch'Allah. Donc on prie Dieu que nos leaders, Sanogo et Sissé Isiaka, ils se retrouvent dans leur meilleur niveau. Et puis d'ici la fin du tour, qu'ils puissent nous offrir de très belles victoires. Le maillot jaune est pour le moment détenu par le Belge Rutger Wouters. Il est crédité du même temps que le Marocain Mouchine El Kouraïdji. Kader Traoré sur les routes du Tour du Faso pour VOA Afrique. Enfin, les qualifications pour la prochaine Basketball Africa League se poursuivent. Éliminatoire reparti en 2 divisions à l'ouest. Poule A, les Guinéens de Slack et la S-Police du Mali se sont qualifiés pour le prochain tour, tout comme les Ivoiriens de la SOA et les Nigériens de Nigelec dans la poule B. Au niveau du groupe C, ce sont les FAB de Yaoundé qui ont composté leur billet de qualification. Enfin, dans la division S, ce ticket est allé au Burundais de New Star, vainqueur des Sud-Soudanais de Cobra Sport 67-46. On reste avec vous Idrissa pour les résultats de la nuit en NBA.
LA Lakers et Houston 95-85, Brooklyn Nets et Détroit 117-91, Utah et Milwaukee 107-95, Charlotte et Portland 125-113, Dallas et Sacramento 105-99. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Afrique du Sud, des élections municipales se tiennent ce lundi, un scrutin aux enjeux importants qui pourrait marquer un tournant pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Les sondages indiquent que de nombreux électeurs, fatigués de promesses de changements jamais tenus, pourraient se détourner de celui-ci. De Johannesburg, notre correspondante Patricia Huon. Cyril Ramaphosa a été omniprésent lors de cette campagne. Le président sud-africain a sillonné le pays pour encourager la population à voter pour son parti, l'ANC, lors des élections municipales qui se tiennent ce lundi. Il y a des erreurs que nous avons commises, mais je réalise que lorsque nous sommes ouverts, honnêtes et francs avec notre peuple, les gens nous croient lorsque nous disons que nous allons faire mieux, nous améliorer. Mais ces mots suffiront-ils à convaincre? Rien n'est moins sûr. L'économie sud-africaine est à genoux. La présidence de l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma, de 2009 à 2018, a été marquée par une gestion catastrophique et une corruption endémique sur lesquelles le pays peine à tirer un trait. Au niveau local, le constat est dur. Les caisses sont vides, les infrastructures cèdent les unes après les autres, faute de maintenance, et la population perd patience. C'est le cas de Opa Mapeto, un habitant de Diepkloof, un quartier de Soweto. On nous a dit, on nous a promis qu'il y aurait un changement. J'ai le sentiment qu'ils mentent. On voit des personnes qui galèrent au quotidien. On ne voit aucun changement. Il y a trop de gens corrompus. Regardez ici sur la rue, il y a des ornières et puis des coupures d'électricité. Alors, je ne vois plus à quoi ça sert de voter. Il s'agit d'élections municipales, mais en Afrique du Sud, tous les scrutins ont un enjeu national, explique l'analyste politique Angama Mtinka. It's an election to see to what extent the South African voters. Cette élection permettra de voir dans quelle mesure les électeurs sud-africains croient aux changements qui ont été faits au niveau national au sein du parti et si ces changements veulent dire qu'ils peuvent à nouveau faire confiance à l'ANC. C'est aussi important pour le président Cyril Ramaphosa dans le sens où, selon les résultats de l'élection, celui-ci pourra renforcer ou affaiblir sa campagne pour un deuxième mandat. Une opposition extrêmement divisée pourrait jouer en faveur de l'ANC, mais le taux d'abstention que les observateurs prédisent très élevé pourra aussi avoir un impact sur les résultats. Lors des dernières élections municipales, l'ANC avait déjà perdu plusieurs grandes villes comme Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth. Pour la première fois, l'ANC au pouvoir depuis les premières élections démocratiques et multiraciales de 1994 pourrait perdre la majorité absolue à travers le pays. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique. Glasgow, en Écosse, accueille donc la 26e conférence de l'ONU sur le changement climatique. En Côte d'Ivoire, par exemple, quels sont les effets et impacts du réchauffement de la planète sur la population et aussi quelles sont les solutions proposées? Reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan. Les inondations récurrentes, les sécheresses, des températures élevées, des précipitations abondantes, sans parler des éboulements et l'érosion côtière qui sont devenues de plus en plus fréquentes dans le monde. En Côte d'Ivoire, les effets sont drastiques. Le climatologue Djekwakou de la Sodexam, la société d'exploitation du développement aéroportuaire, aéronautique météo. Le changement climatique se manifeste en Côte d'Ivoire par l'élévation de la température de 0,3 degrés depuis 90. C'est énorme. On observe une élévation de
niveau de mer. Depuis les années 80, où il y a eu une forte sécheresse due au phénomène El Niño, et ça a provoqué d'abord en 84 des délestages. Il y a eu de nombreux feux de brousse. Au niveau de nos côtes, on a observé depuis un certain temps une érosion côtière, la zone de Grand Laou, et même tout près de nous ici à Port-Boué. À Grand Laou, à 150 km d'Abidjan, la situation est inquiétante. Dr Kofi Philibert, chercheur au Centre de recherche océanographique d'Abidjan. Laou Panda fait partie de ce que nous appelons les sites critiques au niveau des points sensibles du littoral ivoirien en matière d'érosion côtière. La ville est victime de la conjonction défavorable vers l'ouest de l'embouchure du Bandama et du recul très sensible du trait de côte depuis une trentaine d'années. Ici, l'eau a fait déplacer les habitants et aujourd'hui, la mer s'est installée selon les habitants nostalgiques et impuissants face à l'avancée de la mer. Nous avons énormément perdu. Les plus grands monuments, tout est englouti par l'eau. C'était du tourisme vrai. Actuellement, là, ce n'est plus le cas. Tout le monde a fui le site. On ne peut pas arrêter la mer d'avancer. À Abidjan, l'inquiétude se fait sentir du côté de la commune de Port-Boué et précisément dans le quartier d'Adjoufou, vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Des réactions de riveraines, une restauratrice et une gérante d'hôtel. La mer nous dérange beaucoup. Souvent, il n'y a même pas de clients. Quand ça vient fortement, tout ici est mouillé. Jusqu'à dehors. À l'hôtel, là, il a eu 2 chambres cassées. Pour des solutions idoines pour Grand Laou, écoutons ce spécialiste de l'Institut de géographie des mers de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Dr Moïse Antoine Diké. À la hauteur du cimetière, ouvrir en face du Bandama pour que l'eau puisse sortir là-bas, faire des aménagements pour que l'eau aille tout droit dans la mer. Le climatologue Djek Wakou a lui aussi une autre solution. Je préconise qu'on puisse améliorer le système d'alerte au niveau de la communication et il faut développer la gestion des risques par la prévention. Aussi la réforestation pour barrer la route à l'avancée du désert. Commandant Marcel Yao, coordonnateur de la RED+, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agira d'accompagner nos agriculteurs en leur mettant à disposition des essences améliorées qui vont s'adapter au changement climatique, mais également des pépinières forestières. Grand Laou, Grand Bassam, Assini et la commune de Port-Boué ont déjà les pieds dans l'eau. L'ampleur des dégâts a suscité l'engagement de la Côte d'Ivoire depuis 1992 pour la protection et la gestion de son environnement côtier. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24. Au Congo-Brazzaville, les populations autochtones de la Sangha constatent le changement climatique par la rareté des chenilles et les inondations de plus en plus régulières de leurs plantations. Les pygmées sont sans solution et appellent les sociétés forestières à respecter leurs forêts communautaires. Notre correspondant sur place, Arsène Séverin. La population autochtone, considérée comme gardienne de la forêt, subit depuis un moment les effets du changement climatique. Cela impacte leur mode de vie, notamment dans la production de la nourriture, où les saisons deviennent de plus en plus courtes, selon Simon Oumou, un autochtone de Sémé. Avant, on défrichait les champs et on allait faire la pêche ou la chasse. On avait tout le temps pour revenir cultiver. Mais aujourd'hui, tout a changé. On court après la pluie. On est souvent surpris par le rythme des pluies qui s'arrêtent très tôt. Les pygmées du Nord Congo vivent particulièrement de la collecte des chenilles mbinzo. Cet aliment très riche en protéines est quasiment en voie de disparition à cause de la déforestation. Jacqueline Moutoukou de Mokeko manque de mots pour expliquer une telle calamité. Le monde a changé. Nous souffrons. La présence humaine au cœur de nos forêts fait disparaître de la nourriture. Même constat fait à Sembe par Bastos, lui aussi autochtone. Makamango échangé passé na ndenge tolako lokta bango liboso tomona kalisute. Avant, la collecte des chenilles était bonne, mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a ce changement. Aujourd'hui, il n'est pas facile d'avoir les chenilles parce qu'il y a la déforestation.
La situation inquiète. Les pygmées de la Songa regrettent les temps anciens où il y avait de la nourriture pour tous. Frédéric Tadinga de la communauté autochtone de Mokeko. Quand tu passes même la nuit à la maison, tu vois que non, tu es en train de chauffer dans la maison. Il y a une chaleur là. Donc, il y a un changement maintenant. Aujourd'hui, tu peux tourner comme ça toute une saison, puis tu peux pas avoir même une quantité de manger même à la maison. Les autochtones sont en train de vivre avec les choses. Il faut d'abord, la société qui sont en train d'exploiter nos forêts, ils doivent respecter des forêts communautaires. Le président Denis Sassou Nguesso, à la tête d'une forte délégation des ministres et experts, participe à la COP26, la conférence de Glasgow sur le climat. Il va tenter de réclamer plus d'attention de la communauté internationale sur les forêts du bassin du Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique. Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h/24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire. Au Tchad, la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer a clôturé par une grande marche sportive ce week-end à N'Djamena ses activités dans le cadre du mois Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer. Les participants, en majorité de jeunes lycéens et collégiens, ont marché de la mairie centrale comme point de départ au stade Idriss Mahamad Ouya, leur point de chute. Une marche rythmée par la fanfare municipale de la ville de N'Djamena. Notre correspondant André Kotmadjingar fait le point. Cette marche dite de l'espoir, selon les organisateurs, est un appel à la prise de conscience lancée à toute la population sur les facteurs de risque du cancer, entre autres l'obésité, l'excès de la consommation d'alcool et de matières grasses. La Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer a, depuis sa création en 2018, décelé 13 000 cas suspects de cancer, en majorité des femmes. Mais le Tchad n'a pas encore un centre de prise en charge des malades, raison pour laquelle les activités sportives sont des actions de prévention efficaces contre toute forme de cancer. La marche sportive prévient le cancer d'à peu près 50%. Non pas seulement le cancer, mais en faisant le sport, vous pouvez éviter l'hypertension artérielle, vous pouvez également éviter le diabète. Docteur Manikassé Palouma, gynécologue obstétricien et président de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer. Les jeunes filles qui ont pris part à cette marche s'expliquent. J'ai participé à cette marche parce que ça évite certaines maladies comme le cancer du sein. Il faut que chacun de nous essaye à palper les seins. Certains qui ont des maris, des copains, ils peuvent vous palper ça. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont beaucoup de cancer du sein et du cancer de l'utérus. C'est pour cela qu'on a sensibilisé la population pour qu'il n'ait pas la maladie là dans notre pays, le Tchad. J'ai peur parce que le cancer du sein ne s'attaque pas seulement aux grandes personnes, mais aussi aux enfants comme moi. Beaucoup de rapports sexuels, ça peut également provoquer le cancer. L'entraîneur de boxe première étoile Moudjou Clamonsou, maître d'éducation physique, se réjouit du fait que les sportives et les jeunes filles adolescentes soient associées à cette lutte. Ce sont eux le point focal de ce genre de maladie. Et si on touche la base, ça veut dire qu'on a touché la population en général. Donc la marche n'est qu'un moyen de communication pour faire comprendre aux gens cette maladie qui est dans l'ombre mais qui fait détruire les familles. Parce que nous consommons, mais nous ne dégageons pas. L'organisme est comme un engin qu'on lubrifie et qu'on carbure. C'est la même chose, mais quand on met le carburant, on ne démarre pas le véhicule. Ça va même endommager le véhicule. Docteur Manikassé Palouma, président de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer, estime que la campagne qu'il mène depuis plus de 4 ans commence à porter des fruits. Le ministère a eu à bénéficier du financement de la construction d'un grand centre de prise en charge des cancers au Tchad. Aussi, le ministre de la Santé a signé un arrêté pour l'élaboration du registre des cancers. C'est un document dans lequel on enregistre toutes les données concernant le cancer. Et le gouvernement doit consulter ces documents pour voter un budget éventuel pour les soins contre le cancer. Tout est à l'actif de la Ligue parce que depuis 2018, la Ligue n'a fait que faire des pressions sur des autorités. Et enfin, ça a payé. Selon Dr Manikassé Palouma, 90% de cancers sont favorisés par le comportement de l'homme. Seulement 10% proviennent de la prédisposition génétique. Sa guérison est certaine et à moindre coût lorsqu'il est découvert de façon précoce. André Kodoumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Mohamed Houmfa, Georges Léonard Sagno à la mise en onde et Nick Ivanov à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.